Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là déjà en cette heure si tardive. On est très heureux de vous présenter notre petite présentation. On va vous parler de deux sujets qui nous suivent et qu'on suit depuis quelques années. La web perf, moi j'en fais le dimanche au club de Ronchin. Et le micro front-end aussi, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, c'est un sujet du moment. Mais juste avant de commencer, on va se présenter. Moi c'est Bertrand Lahotte. Je suis front-end développeur advocate à la CCDP chez ADO. Alors histoire de dire succinctement, en gros, je masse les développeurs pour qu'ils développent bien. En tout cas pour qu'ils fassent du front-end de qualité avec de la bonne accessibilité, de la bonne web performance et plein d'autres indicateurs de qualité web. Et ça fait 15 ans que je suis dans le web, je suis passé par de la VAD, ce genre de choses, et atterri quand même il y a plus de 10 ans maintenant chez Leroy Merlin. Donc très bonne boîte, on y est bien et on y reste. Et toi Ludo ? Bonsoir, donc Ludovic Lagatti. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je bosse, une dizaine d'années dans le e-commerce. Et parmi ces 10 années, j'ai bossé beaucoup avec Leroy Merlin. Donc j'ai le rôle d'architecte applicatif, mais aussi un peu de tech lead, un peu de développeur, enfin bref, on fait un peu de tout. Alors, pendant cette présentation, on va essayer de vous faire une démonstration en live, en prod, et donc on vous a mis un petit QR code que vous pouvez scanner et qui va vous amener sur une page du site Leroy Merlin qui a été créée spécialement pour les vêtements. Si vous allez avec votre portable, vous verrez pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein, c'est un header, un footer, mais on va essayer de faire vivre ça pendant la présentation pour bien comprendre les enjeux de la web perf. Tout le monde a scanné? Vous avez encore une chance? Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Déjà, on va rappeler qui est Leroy Merlin, quels sont les concurrents, et on va parler un peu de l'historique, notamment du site internet. Et ensuite, on abordera les principes de l'architecture microfront, et surtout les choix techniques forts qu'on a dû faire. Et ensuite, au niveau de la web performance, Bertrand abordera les technologies front, puisqu'on a aussi dû faire des choix, la performance et forcément la résilience. On parlera du cache, est-ce qu'on en a utilisé, est-ce qu'on n'en a pas utilisé, est-ce qu'il faut en utiliser ou non. Bertrand parlera des ressources statiques, tout ce qui est third party, l'utilisation du CDN pour améliorer les performances. Et ensuite, puisqu'on va parler de microfront, on va parler aussi d'organisation d'équipe un petit peu, puisque quand on se lance dans ce type d'architecture, ça bouleverse grandement l'organisation des équipes. Et ensuite, on pourra conclure, est-ce que ça a été positif ou négatif de se lancer sur cette architecture. Alors, Leroy Merlin, c'est 143 magasins uniquement en France. On est dans le top 10 des sites e-commerce français. Il y a 24% de la population qui vient tous les mois sur le site Leroy Merlin. Population française, bien sûr. Au niveau du trafic, on est plutôt orienté mobile. Donc on a 67% des visites qui sont faites sur mobile et 33% sur desktop. Alors, ça a évolué au fil des années, puisqu'il y a quelques années de ça, il y a 5 ans de ça, on était plutôt sur du 55-45, si je ne me trompe pas, ça évolue constamment. Et on a des clients qui sont très très différents, et notamment qui ont des devices très très hétérogènes. Donc nous, on a tendance à avoir des devices relativement récents qui fonctionnent bien avec des gros processeurs. Ce n'est pas forcément le cas de Madame Michou qui cherche des ustensiles pour sa cuisine. Et il faut savoir que quand un client vient sur le site Leroy Merlin, alors c'est en moyenne, mais il va visualiser 7 pages sur une visite. Alors, cette page, ce n'est pas énorme. Et ces chiffres, en fait, sont hyper importants pour les choix qu'on a fait par la suite. Alors, au niveau des concurrents, si on revient 10-12 ans en arrière, on était clairement sur
click and mortar, donc des enseignes qui avaient pignon sur rue, comme Leroy Merlin, hein, des magasins physiques. Et aujourd'hui, clairement, on est plus sur des pure players. Alors vous connaissez forcément Amazon, Mano, c'est nos principaux concurrents aujourd'hui et c'est avec eux qu'on doit se battre et qu'on doit se battre sur la WebPerf. Alors, notre terrain de bataille, tout d'abord, et même avant la WebPerf, c'est le time to market. La capacité à délivrer le plus rapidement possible en production, depuis une idée jusqu'à la mise en prod et à la mise à disposition du client des nouvelles features. Alors forcément, quand on fait du web, le SEO c'est primordial, on en reparlera. Il faut un site qui est résilient, qui est rapide et qui est toujours disponible. Et on veut aussi des pages qui sont individualisées et contextualisées. Par exemple, contextualisé, ça veut dire, en France, on a 143 magasins. Potentiellement, on ne va pas afficher les mêmes informations à un client qui habite dans le nord ou qui habite dans le sud. Et au niveau de l'individualisation, on est encore plus fin. Peut-être qu'il y a des profils qui vont plus être orientés sur des cuisines, d'autres sur des perceuses. Et il ne faut pas forcément présenter ou ranker les produits de la même façon. On se bat aussi sur la qualité de la donnée, la fraîcheur de la donnée. On parle par exemple des prix en magasin, des stocks, et il y a bien d'autres données encore. Et bien sûr, la disponibilité produit, tout ce qui est delivery et pricing, donc ça concerne moins notre présentation aujourd'hui, mais bon, il fallait le citer. Alors si on revient un petit peu en arrière, pas si loin que ça, hein, je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, vous allez avoir au moins connu ça, c'est qu'on travaillait avec des gros monolithes, beaucoup de personnes qui travaillaient sur une même base de code et des queues interminables pour passer sur les différents environnements. Donc on parle de la dev, la QA, pré-prod et prod. Et donc à cette époque-là, notamment pour le time to market, les ambitions c'était complètement inatteignables. Mais pour autant, on avait déjà des WebPerf qui étaient plutôt honorables. Les équipes avaient commencé à bosser dessus et on a même été premier sur certains classements en 2016 notamment. Donc on maîtrisait déjà un petit peu les techniques, si on peut dire. Alors toujours dans l'histoire, vous connaissez les serveurs d'application avec des gros serveurs d'application avec beaucoup de vCPU, beaucoup de RAM, le scaling qui se fait manuellement, donc rien d'automatique. On était en sticky session. Et donc on s'est dit à ce moment-là, il faut arrêter le massacre, entre guillemets, et on va repartir d'une feuille blanche. On repense tout, on se met sur un coin de table et on essaye d'imaginer les solutions du futur ensemble. Donc comment définir déjà cette architecture? Comme je disais tout à l'heure, on est parti sur du data-driven architecture, c'est-à-dire qu'on a pris les chiffres qui sont super importants pour Leroy Merlin et on s'est dit, OK, en fonction de ces chiffres, est-ce que ça va impacter notre architecture ou pas? Et forcément, si je vous parle de ça, c'est que ça l'a impacté. Alors pour le time to market, on a choisi une architecture micro-front. Donc on revoit les 4 types d'architecture, monolithe, front, back, l'architecture microservice. Donc on découpe de plus en plus, on donne de plus en plus d'autonomie au team. Et nous, on est allé jusqu'au micro-front. Donc en gros, c'est les teams qui sont autonomes sur un micro-front du début à la fin. Alors, un micro-front, si vous prenez une page sur le site, par exemple, une page produit, il faut imaginer que c'est une partie d'un Pulse. La page web, c'est un Pulse, et on met différentes pièces de Pulse pour reconstituer une page. Un header, un footer, la description du produit, l'image produit, la délivrance, et ainsi de suite. Et comme on a tout changé, on s'est dit, au niveau Ops, on va faire la même chose. On est parti sur du cloud. On déploie dans des containers. Le scaling maintenant se fait automatiquement. On est parti aussi sur du stateless et sur de la programmation réactive, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, puisque
Dans l'assemblée, il y en a pas mal qui sont férus de Java. Si je parle de Spring Webflow, de Reactor, Vertix, c'est des outils qui nous ont permis de construire notre stack. Alors, quand on fait de la web perf, si vous avez eu l'occasion d'en faire, souvent ce qui arrive, hein, c'est que vous avez un existant, et puis on vous dit, bon, bah maintenant je vais améliorer mes web perfs. Et donc là, en fait, vous avez beaucoup de quick wins, notamment au niveau des images, les CSS, les JS. Vous faites vos efforts, ça va relativement vite, et il y a un moment, en fait, vous commencez à bloquer. Et si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche, bah, ça va vous prendre énormément de temps. Et généralement, les budgets ne suivent pas, on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de nos ambitions. Et à Leroy Merlin, on a eu la chance, comme je disais, de repartir d'une feuille blanche. Donc en fait, on a tout de suite mis une des priorités a été la web perf pour créer notre architecture et pour imaginer le futur site web. Alors, qu'est-ce qu'un micro-front? On va essayer de définir à peu près pour bien comprendre et pour parler le même langage. Un micro-front, c'est une application qui est autonome. Elle délivre un ou plusieurs fragments. Elle a son propre cycle de vie. Comme je disais tout à l'heure, il y a une équipe qui est responsable du développement de la micro-application, de ses tests, et elle va jusqu'en prod et elle run son application. Ça veut dire que la team A peut délivrer un jour le lundi, la team B le jour d'après, sans forcément se parler. On est autonome. On les déploie dans un container, ça je l'ai déjà dit, et c'est scalable horizontalement. Et puisqu'on a parlé de fragments, on va définir ce qu'est un fragment. Un fragment, c'est un composant business qui est autonome et qui surtout peut être ajouté ou supprimé d'une page sans avoir d'impact sur ma page. Donc tout à l'heure, je montrais une page produit. Si je retire un composant, bah, la page doit s'afficher correctement. Ça veut dire que les interdépendances entre les CSS ou les feuilles de style ou le JavaScript ne doivent pas impacter les fragments qui sont à côté. Et là, on a fait des choix relativement impactants et forts. On a dit, les fragments, on veut pouvoir les développer dans des technologies différentes. Donc aujourd'hui, sur le site, par exemple, on a du Java FreeMarker, on a d'autres technologies, on a même sur certaines applications du Vue.js, de l'Angular et d'autres techno-back. Les fragments ont la charge de charger leurs propres données. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partage de données entre les fragments. Et ces fragments chargent leur propre CSS et leur propre JS. Alors, on veut de l'individualisation, on veut de la contextualisation des pages. Donc, on a choisi de ne mettre aucun contenu HTML en cache CDN, ce qui se fait beaucoup sur certains sites e-commerce et d'autres pas du tout. Mais toujours est-il que nous, on a choisi de ne pas faire ça. Ce qui veut dire que on parle d'individualisation, contextualisation, on remonte au serveur et on est capable de builder côté serveur des pages complètement personnalisées. Et grâce à ça aussi, en remontant au serveur, et puisqu'on n'a pas des caches qui peuvent durer longtemps, on a un contrôle extrêmement fin sur la fraîcheur de la donnée. Alors ça pose des problèmes. Comme on veut des fragments autonomes et indépendants, j'ai dit que chacun ramenait ses assets. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir une multiplication des assets, de la duplication de code. On ne va pas pouvoir char en français. Tu veux Partager. Partager, merci. On ne va pas pouvoir partager de données entre les fragments. Ça veut dire qu'un fragment A qui a besoin de la même donnée qu'un fragment B, bah, il va faire le même appel. Et on va avoir une multiplication des appels à nos API. Et puisqu'on veut des pages individualisées et contextualisées, ben, on remonte au serveur. Ça veut dire qu'on va ajouter de la latence supplémentaire. On va avoir plus de charge sur nos serveurs. Et forcément, par rapport à une page statique sur un CDN, on aura des temps de réponse qui seront plus longs.
Du coup, on a posé le décor, là maintenant, vous voyez les contraintes finalement qu'on avait, les choix qu'on a fait. Et la première question, ça a été de se poser quelle techno front-end on va utiliser. Et pour ça, on a listé les plus gros items sur lesquels il fallait réfléchir. Le premier, le SEO, forcément, il fallait quelque chose qui puisse permettre une bonne indexation sur un site e-commerce. Et finalement, pour le SEO, la première contrainte qu'on s'est posée, c'était de pouvoir servir de côté serveur des pages qui vont très vite. Le deuxième, c'est le mobile first. Vous aviez vu les chiffres au départ. Là, maintenant, on a une très forte population mobile. Donc, en gros, le prérequis, c'était d'avoir des pages très légères et de limiter aussi la charge JavaScript qu'on allait avoir sur des devices qui ne sont pas forcément performants. Le nombre de pages vues par visite, la question de charger finalement un framework JS et potentiellement lourd se posait aussi. Est-ce que finalement, c'était pas contre-performant avec aussi peu de pages vues? On a bien pensé aussi au ratio finalement entre la développeur expérience et la user experience. Franchement, oui, il faut quand même que les développeurs se sentent bien pour développer. Mais est-ce que ça ne dégrade pas l'expérience utilisateur? Une des questions, même la plus fondamentale, c'était qu'on était en plein replatforming. Donc là, on pensait pas à une solution qui allait mourir dans 3 ans, mais qui allait être pérenne. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, on l'utilise encore et à grande échelle. Donc sur quelle techno on peut miser, sachant qu'un framework JS, sa durée de vie peut être entre 1 an et 5 ans, ou en tout cas pas beaucoup plus. Et la dernière, quelle solution permet de faire du micro-front pour finalement isoler nos fragments, là où un framework finalement a plus une idéologie de page totale ou de SPA ou ce genre de choses. Donc face à ça, on a fait une petite grille de notation avec des jolies étoiles, comme vous voyez. La première solution qu'on envisageait, c'était du full SSR, du full server-side rendering avec du Vanilla.js, donc vraiment épuré, sans aucun plugin. La deuxième, c'était une petite amélioration pour justement améliorer la DevXP avec une librairie. Donc là, avec du feu jQuery, non, il est encore là, mais pourquoi pas du Alpine.js ou ce genre de choses. La troisième, c'était une hybridation avec une partie client-side rendering et server-side rendering, comme ça peut se retrouver sur les frameworks majoritaires qu'on voit comme Vue, Angular ou React. Ou la dernière, c'était du full CSR, histoire déjà un peu d'étudier ça. Donc ce qu'il faut savoir sur Leroy Merlin, c'est que la majorité de nos pages sont très statiques au niveau front-end. On présente un contenu et on a du JavaScript qui vient un peu enrichir l'expérience. On n'est pas sur des web apps très complexes. Donc finalement, on avait déjà l'expérience de notre monolithe pour finalement dénombrer ces types de pages et 95% de nos pages répondaient à ce besoin-là. Donc finalement, ces 95% de pages, on les a aiguillées vers la solution server-side rendering et Vanilla.js. L'autre partie, qui est plus justement des parties un petit peu plus dynamiques, comme finalement notre tunnel de commande, notre compte client. Là, on est parti aujourd'hui sur du full CSR et on a une réflexion pour faire de l'hybridation. L'hybridation aujourd'hui, donc quand je disais du full CSR, aujourd'hui c'est beaucoup de vues. L'hybridation, on est en train de la chercher avec du Svelte.js et un SvelteKit un petit peu trafiqué pour notamment mieux gérer l'hydration et éviter d'avoir un temps de blocage trop important qu'on a côté client quand finalement on utilise un peu du SvelteKit clé en main. Donc c'est un grand débat chez nous sur le JS géré finalement côté serveur, parce que sur les tests qu'on a fait aujourd'hui, malheureusement on est toujours sur des performances qui sont moindres que ce qu'on retrouve sur la stack Java et notre templating, un FreeMarker. Une des problématiques finalement qui est arrivée tout de suite, c'est justement la duplication de code. Comme on l'a dit, chaque fragment est autonome et doit fonctionner en autonomie. Aujourd'hui, une page produit, c'est 30 fragments en fait qui sont mis les uns en dessous des autres. Donc vous imaginez, il y a 30 fois le même code qui revient à chaque fois. Et la question au niveau de la perf s'est très vite posée sur, on aimerait bien factoriser ça quand même. C'est un peu dommage de toujours rappeler finalement ce morceau de code, de générer énormément de code mort. Donc par rapport à ça, on a un petit peu transigé la philosophie micro-front-end en mettant des ressources dans le commun. Ce que j'entends en ressources communes, c'est qu'il va y avoir un seul CSS, un seul JS appelé une seule fois dans la page, qui va contenir des ressources qui sont disponibles après pour tous les autres fragments. La petite infographie que vous voyez, c'est quelque chose de très évolutif, mais en gros, c'est pour vous montrer le tri un peu qu'on a fait, et ça change au fur et à mesure des besoins. Mais en gros, dans la partie commune, côté style, on va plus retrouver des éléments de typographie, de couleurs, d'espace. C'est pas des choses qui, finalement, vont générer trop de breaking change quand on va les changer dans le temps.
versus tout ce qui peut commencer à être un petit peu touchy quand justement on va changer la structure de ces éléments, en CSS par exemple des noms de classe ou ce genre de choses, puisque bah, vous l'imaginez bien, la dépendance qu'on va faire, elle va être gérée finalement côté navigateur. Et ça c'est beaucoup plus compliqué d'intercepter les problématiques que ça peut poser. Et en JS, c'est un peu le même truc. On va retrouver plus des utilitaires comme par exemple des fonctions Ajax ou ce genre de choses ou de stockage local dans la partie commune, là où on va laisser dans le spécifique tout ce qui va concerner plus du métier ou autre chose, ce dont finalement le fragment a besoin et seulement lui. Comment on fait ça? Très simplement, on a finalement deux socles techniques. Un qui est l'ADO Design System, qui s'appelait avant Mosaic, vous le connaissez peut-être sous ce nom-là, qui est finalement un peu notre réservoir de style, et qui est écrit en SAS. Et du coup, finalement, on a aussi un socle utilitaire au niveau JS, et via du NPM, finalement, on a un système de dépendance dans tous les modules, dans tous les fragments, qui permettent d'aller appeler et de se servir de façon très précise dans ces socles-là, pour aller chercher ce dont on a besoin. Un petit point sur quelque chose qui est unique aussi et qui est porté dans une ressource commune, notre bus événementiel. Alors il est très simple et en même temps c'est de ce dont on avait besoin. On n'est pas sur du RxJS ou ce genre de choses. En gros, on utilise la mécanique des événements natifs de JavaScript. Et pour la petite explication, là sur la gauche, vous voyez, on a un fragment qui sert juste à afficher le bouton d'ajout au panier. Quand je clique dessus, quand je clique sur le bouton d'ajout au panier, ça va émettre un événement qui va être écouté sur un autre élément, l'icône panier en haut à droite, qui du coup, en écoutant cet événement, va recevoir la quantité produit mise à jour et du coup va mettre le compteur de produits ajoutés à jour. Un peu plus côté back. Et si on parle de performance, on va forcément parler de résilience. Parce que c'est bien beau d'avoir un site rapide, mais s'il est rapide 50% du temps et que le reste du temps il ne fonctionne pas, on n'y est pas. Donc, puisque une page est constituée de plusieurs fragments, donc il faut savoir que par exemple quand vous allez sur une page produit du site Leroy Merlin, c'est une trentaine de fragments qui sont assemblés pour constituer une page. Et donc ces fragments, il faut les appeler, et la première idée aurait été de les appeler séquentiellement. Alors c'est ce qui est souvent fait sur les systèmes monolithes, on appelle séquentiellement, on fait les différentes tâches. Et plutôt que de faire ça, on s'est dit, puisque les fragments sont indépendants, on les a voulus indépendants, on va pouvoir les appeler en parallèle. Et dans ce cas-là, le temps de réponse, plutôt que d'être la somme des temps de réponse de chacun des fragments, ça devient le temps de réponse maximum de tous les fragments. Et donc là, on a un petit QR code qui va nous dire qu'on a une petite démo, donc on va la tenter. Sortez vos téléphones, vous avez compris. Donc là, si vous voulez bien sûr. Là, vous voyez ma page, donc je la recharge. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. J'ai un header, un footer. Et je vais aller sur mon outil, qu'on a appelé le designer, qui va me permettre de créer mes pages, de composer mes pages avec des fragments, avec un système d'héritage entre modèles de pages. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a plein de fragments qui sont déjà hérités, qui seront présents sur ma page, mais j'ai un container dans lequel je vais pouvoir ajouter des fragments. Et donc, pour l'événement, en fait, on a créé un micro-front et on a créé différents fragments dans ce micro-front. Alors, le micro-front s'appelle nous aimons la vitesse, We Love Speed, et on a créé un fragment StitchJug en premier qu'on va ajouter sur notre page. Voilà. Donc, normalement, si je reviens sur ma page ici, rien n'a bougé. On va publier. Voilà. Et on va recharger. Donc, normalement, si vous faites ça sur votre téléphone, vous devriez avoir aussi le même petit message. Et si vous avez un compte internaute et que vous vous connectez, vous verrez que vous aurez une page qui est personnalisée, puisque côté serveur, en fait, on va récupérer votre nom et on va être capable de l'afficher. Donc vous aurez tous un contenu différent et qui a été généré côté serveur. Donc il va relativement vite à être rendu. J'espère que vous aimez la photo du cap Blandé.
Alors, si vous regardez ce graphique, en fait, et si on fait le parallèle avec ce qui se passe sur le navigateur, bah, en fait, c'est un petit peu la même chose. En fait, on peut presque dire qu'on a inventé le waterfall côté serveur. On n'a rien inventé, en fait, mais on a essayé de le représenter. En fait, puisqu'on est dans les locaux d'ADO, je suis identifié, j'ai ajouté des informations de sécurité. Moi, j'ai accès à un layer de debug que je vais pouvoir activer en bas et qui va me donner des informations sur ce qui s'est passé, mais côté serveur. Là, on est bien côté client, et moi, je vais voir ce qui se passe côté serveur. Et voilà ce qui s'est passé côté serveur. Il y a différents composants qui ont été appelés, dont mon composant JTJug qui est ici. Et j'ai mon temps de réponse total et le temps de réponse de chacun de mes fragments côté back. Et ça, je peux l'avoir sur toutes mes pages. Alors, quelle problématique? Au niveau de la résilience, imaginons que mes fragments ont un taux de disponibilité de 99,99%. Si j'ai 6 fragments, ça veut dire que mon taux de dispo va diminuer à 99,94. Si je mets 25 fragments, on va diminuer à 99,75. Donc plus j'ai de fragments, plus j'ai de risque de faire planter ma page. C'est la même chose pour la performance, puisque il y aura toujours à un moment donné un de mes fragments sur ma page produit, un de mes 30 fragments, il sera plus long à répondre que d'habitude, où il va se passer quelque chose. Et donc c'est la même chose pour la performance. Eh ben, on risque d'avoir des performances complètement dégradées parce qu'il y a un fragment qui va pas bien ou une base de données qui répond plus lentement. Et donc là, on va vous montrer ça sur le site. Et vous pourrez le constater aussi sur votre téléphone. On va ajouter de nouveaux fragments. Donc on va mettre le fragment speaker. C'est nous deux ce soir. Ce fragment speaker, il a une particularité. C'est que son temps de réponse, il est de 2 secondes. Donc autant dire dans le web, une éternité. Et je vais ajouter un deuxième fragment. Qui est le fragment sponsor. Et ce fragment, bien évidemment, il a aussi une particularité, c'est que 50% du temps, il va planter. Et donc, on va s'amuser à rafraîchir, et on va voir ce que ça donne des pages qui plantent sur Leroy Merlin. Donc, je vais rafraîchir. On va regarder ce qui se passe. T'as pas publié? J'ai pas publié, merci Bertrand. C'est long, c'est long. Ah, j'ai de la chance. J'ai ma page avec les différents fragments. Par contre, on a vu ici le temps de réponse, pas top, 2 secondes. Alors forcément, si je regarde ce qui s'est passé côté serveur, j'ai mon composant speaker qui a mis 2 secondes à répondre. Je vais rafraîchir ma page, et forcément, à un moment donné, elle va planter cette page, puisque j'ai un composant qui plante 1 fois sur 2. Ah, voilà, là on a planté. Et qu'est-ce qui s'est passé côté serveur? Je vais regarder au niveau de mes erreurs, hop, et là je vois, j'ai mon module sponsor qui a planté. Donc je ne suis pas bon en performance et je ne suis pas bon en résilience. Alors comment améliorer ça? Alors, si vous allez sur une page en tant que client, une page produit par exemple, imaginez toutes les informations qu'on vous affiche sur cette page. Quand vous descendez notamment en bas de la page, vous avez du cross-selling, vous avez des avis clients, vous avez plein de trucs en fait potentiellement que vous regarderez même pas. Et donc on s'est dit, il y a peut-être une notion de fragment important et des fragments moins importants. Donc en fait on a intégré une notion de fragment primaire et une notion de fragment secondaire. Donc dans mon cas, je dis, si je suis capable de rendre les 2 fragments primaires, je vais faire le rendu de ma page. Si j'ai un fragment secondaire qui plante, c'est pas grave. Je serai en mode dégradé et j'aurai rendu 99% du service à mon client. Et dans ce cas-là, puisqu'on n'a plus 25 fragments primaires, mais potentiellement, dans un exemple, là, on en a mis 3, notre taux de dispo, il va réaugmenter beaucoup. Et ça, c'est pour la résilience. Et si on parle de performance, c'est la même chose. En fait, plutôt que d'attendre que tous nos fragments répondent, on va juste attendre que nos fragments primaires répondent.
Et dès que les fragments primaires ont répondu, on va commencer à streamer le contenu HTML sur le navigateur du client. Et si on commence à streamer le contenu, ça veut dire qu'on envoie les CSS, enfin les liens sur les CSS, on envoie les liens sur les JS. Le navigateur est capable de commencer à télécharger tout ça. Il est capable aussi de commencer à afficher tout ce qui se passe au-dessus, en haut de la page, donc notamment ce qui intéresse le client au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc d'un point de vue résilience, on est meilleur. D'un point de vue performance, on est meilleur. Et là, on va faire la manipulation. On va changer la définition de nos composants. Donc ici, on voit les différents modules. Alors, je vais juste retirer ça. Ça, c'est tous les microfronts qui sont utilisés sur le site en prod de Leroy Merlin. Il y en a un peu plus d'une centaine, je crois. Et des fragments, forcément, il y en a encore plus. Donc, moi, je vais me concentrer sur le module d'aujourd'hui. Et on va aller sur le fragment speaker dans les settings. Et là, on voit que ce composant est primaire. Et je vais changer cet attribut primaire. Je vais sauvegarder ça. Et je vais faire la même chose pour le composant sponsor. Je vais aller dans les settings. Je retire la notion de primaire. Je sauvegarde. Et là, on va rafraîchir la page. Vous pouvez faire la même manip. Je suis au-dessus de ma ligne de flottaison, ça s'est affiché instantanément. Et on voit ici en fait que le contenu, la zone bleue, c'est le contenu HTML qui commence à être téléchargé. Il est téléchargé quasi tout de suite, même si mon serveur a mis 2 secondes au total à faire le rendu de ma page. Si je rafraîchis ma page, hop, je vois que j'essaye de glisser et le composant qui est en dessous a mis 2 secondes à s'afficher, mais pour autant, au-dessus de la ligne de flottaison, j'ai pu commencer à naviguer, j'ai pu voir ce qui se passait. Et là, dans mon cas, j'ai mon composant sponsor qui a planté. C'est pas grave, mon composant sponsor n'est pas primaire, j'affiche ma page au client. Donc je gagne en résilience, je gagne en performance. Sur une page produit Leroy Merlin, je crois que c'est 3 composants qui sont primaires, sur 30. Pour vous donner une idée. Alors maintenant, on va parler de cache, des choses qui peuvent fâcher ou pas, des fois. Est-ce que vous utilisez du cache? Est-ce que vous n'en utilisez pas? Alors si on parle de cache immutable, c'est génial. En fait, on parle souvent au niveau du CDN, vous mettez une image, si vous voulez changer cette image, vous changez l'URL et c'est réglé. Par contre, quand on commence à utiliser un cache avec un time to live, un TTL, généralement, c'est le début des ennuis. Et si vous avez développé avec du cache, de l'EH cache ou des trucs comme ça, vous savez qu'il y a des moments, c'est des galères. Est-ce qu'il faut mettre un TTL long ou un TTL court? Je vais solliciter plus mon infra. Enfin, beaucoup de questions qui se posent. Et notamment les problématiques avec le cache, c'est que potentiellement, je vais avoir des problèmes de fraîcheur de la donnée. Et si j'essaye, si j'ai une architecture microservice, potentiellement, entre chaque instance de mes services, je vais avoir une désynchronisation de mes données. Et pour ça, je vais peut-être pouvoir mettre un cache distribué, mais alors là, je complexifie mon architecture, et c'est des architectures qui deviennent de plus en plus complexes. Mais au final, on sait que si on met du cache, et je pense qu'on en a tous mis dans cette salle, c'est qu'on a des performances qui sont meilleures et on limite la charge sur nos infrastructures. Donc on s'est dit, ouais, on va utiliser du cache, on va faire comme les autres. Mais on a essayé de définir différents patterns. Comment utiliser ce cache proprement pour éviter les inconvénients qu'on a pu voir. Alors, le premier pattern sur lequel on a travaillé, l'idée a été d'éviter des appels simultanés sur une même ressource d'une API. Imaginez par exemple, j'ai 15 bonhommes qui viennent en parallèle en même temps sur ma HP, et les hits sur la HP, il y en a beaucoup. Eh bien, plutôt que d'aller chercher 15 fois la même donnée, s'il y a 15 clients qui me la demandent en même temps, je vais aller la demander qu'une seule fois pour les 15 clients. Ça, ce pattern, c'est la base de tous les patterns qu'on a définis ensuite. Alors le deuxième, on y est, on met du cache.
Et donc, ce qui se passe, vous connaissez, hein, on a combiné ces deux patterns, ce qui veut dire que, imaginons qu'on met un time to live, un TTL de 5 secondes, et la récupération de ma donnée va être instantanée pendant les 5 secondes, et après, on recommence, on remonte à l'origine. Donc, on a essayé de faire évoluer ce pattern, et on s'est dit, on va faire de la mise asynchrone, de la mise à jour asynchrone, pardon. Ce qui veut dire que la donnée qui est en cache, je vais accepter de la servir, mais même si elle est expirée. Et quand je vais me rendre compte qu'elle est expirée, en asynchrone, je vais faire la mise à jour de ma donnée en cache. Je vais la rechercher au niveau de mon API. Et donc dans ce cas-là, on a toujours des temps de réponse qui sont quasi instantanés. Se pose toujours le problème de la fraîcheur de la donnée par contre. Et là, on a utilisé la puissance ou ce que proposent les bases de données, c'est-à-dire on a fait de l'event-driven cache. C'est-à-dire qu'on a utilisé les messages de la base de données qui est capable de nous informer d'un changement d'état d'un document en BDD. Et dans ce cas-là, en fait, quand on reçoit l'événement, on évite de notre cache. Et dans ce cas-là, on peut avoir un cache qui est quasi infini, et seulement au moment où j'ai un changement qui se passe sur ma data, j'évite mon cache. Et au niveau performance, déjà, je gagne vraiment énormément. Le petit hic à ça, c'est forcément quand vous avez des milliers, des centaines, voire des milliers de hits par seconde, le fait d'aller rechercher cette donnée, ça peut être hyper pénalisant si tous les clients sont mis en queue derrière. Donc il a fallu aller plus loin. Et avec cet event-driven cache, on a ajouté une notion d'asynchrone. Et donc, quand on reçoit l'événement de notre base de données, plutôt que d'éviter bêtement notre cache, on va le rafraîchir. Et dans ce cas-là, en fait, on va avoir une donnée qui sera toujours à jour et qui sera rendue toujours instantanément, avec des temps de réponse qui seront toujours minimum. Alors là, c'est beaucoup de théories, beaucoup de schémas. Je vais essayer de vous présenter ce qui se passe au niveau de l'architecture. Alors c'est une architecture très simplifiée de notre site, mais ça vous donnera une bonne idée de ce qui se passe. À gauche, j'ai mon internaute, mon client. Alors, il n'est pas tout seul, il y en a beaucoup forcément. Sur une journée moyenne, c'est du 3000 hits par seconde qui arrivent sur le CDN, et ça correspond environ à 230 pages par seconde. Alors le but du CDN, c'est de faire du cache essentiellement, et donc le CDN va servir tout ce qui est ressources statiques, les CSS, les JS, les images. Si le CDN n'a pas la ressource en cache, il va la chercher à l'origine et puis il la met dans son cache. Donc grâce au CDN, c'est 82% de hits qui sont évités sur notre agrégateur de microfront. On arrive sur l'agrégateur de microfront qu'on a appelé Gluer avec 850 hits par seconde. On a toujours nos 230 pages par seconde puisqu'on a dit qu'on ne mettait pas de HTML en cache CDN. Alors que se passe-t-il? Je vais présenter rapidement ce qui se passe, les différentes apps de la stack. Alors, on a le Gluer ici, c'est l'agrégateur de Microfontaine, c'est lui qui recolle les morceaux et les pièces de Pulse. On a le shaper. Le shaper, lui, permet de définir en fonction d'une URL, d'une typologie de page, les fragments qui vont être intégrés dans la page finale. On a le resolver qui contient toutes les URL de notre site. Et on a le registry qui contient toute la configuration de notre site. Alors, pour vous faire le parallèle avec les manipulations que j'ai fait tout à l'heure, j'ai ajouté des composants et j'ai publié. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon shaper et je lui ai dit « ma page a changé d'état ». Quand j'ai changé l'état de fragment primaire à fragment secondaire, c'est côté registry que ça s'est passé. Et donc j'ai appelé une API. Et donc chacune de nos briques est au courant de la configuration du site, donc que ce soit le shaper, le gluer ou le resolver. Et grâce au pattern event-driven cache, j'arrive à avoir une configuration qui est toujours à jour dans chacune de mes briques et avec des temps de réponse. On n'a pas de temps de latence pour aller rechercher cette conf.
Et c'est pour ça que quand j'ai cliqué à un moment donné sur changer l'étage et sauvegarder, bah, ça a été pris en compte instantanément et sans impact sur la production. Mes clients sont là en même temps, mais ça ne pose pas de problème. Alors mon glueur, puisqu'il a sa conf, il va chercher auprès du shaper le squelette de la page. Le shaper, encore une fois, il utilise le pattern Event Driven Cache. Donc, en gros, il fait quasi aucun accès en base de données, sauf quand je change mon modèle de page, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et donc ici, on va charger notre modèle de page, et on est capable, le glueur maintenant est capable d'appeler tous les micro-fronts qui vont constituer la page. Donc, ce qui fait ici, donc j'en ai représenté 3, il y en a encore pas mal d'autres. Sur chacune des pages, je vais voir un header et un footer, la majorité des pages, à part dans le tunnel de commande. Donc, le glueur, lui, va générer 5000 hits par seconde sur les fragments. Ça fait 1000 hits par seconde sur l'application, le microfront qui gère les fragments de type header, de type footer, il y en a encore quelques autres. C'est 75 hits secondes sur la home, par exemple, 450 hits secondes sur l'application qui gère les produits. Et là, de la même façon, on va utiliser des patterns, par exemple le cache plus async, pour réduire énormément les appels à nos API. Donc là, cache plus async, on va accepter une petite désynchro de données des fois. Par exemple, sur la donnée qu'on affiche sur la HP, le bandeau qu'on voit tout en haut, je crois qu'il doit être rechargé réellement toutes les 30 secondes ou 60 secondes, mais d'un point de vue utilisateur, bon, c'est pas un problème, la donnée est suffisamment fraîche, mais ce qui fait qu'on sollicite beaucoup moins notre architecture, beaucoup moins de hits sur nos API. Et par contre, forcément, il y a d'autres micro-fronts, comme le produit, bah, lui va appeler plusieurs API, et alors qu'il reçoit 450 hits par seconde, bah, lui, il va peut-être en générer 1500 hits par seconde. Alors tous les micro-fonts ont fait leur boulot, ont renvoyé le contenu HTML correspondant à chacun des fragments. Alors il y a un petit truc, c'est qu'au niveau des URL, les fragments ne connaissent pas les URL finales. Donc ils vont travailler avec des placeholders. Par exemple, si je veux afficher une liste de produits, une page famille, le micro-font, il va remplacer juste des placeholders, product, avec la référence du produit, et il va envoyer ça dans le HTML. Et c'est le glueur qui va dire « Ah bah tiens, j'ai détecté un placeholder, il faut que je le remplace. » Et donc, il va appeler le resolver pour faire le remplacement de ces placeholders. C'est 15 000 placeholders par seconde qui sont remplacés par le glueur. Et là encore, on va utiliser les patterns Event Driven Cache pour limiter les appels à nos API. Donc pour 15 000 placeholders par seconde, c'est réellement 600 hits par seconde qu'on fait sur notre API. Et c'est 180 hits par seconde qu'on fait sur notre base de données. Je m'arrête là. Vous êtes encore là? C'est bon. Je crois que j'ai compris, là, moi, maintenant, c'est bon. Et on va revenir à des choses plus intéressantes. Du coup, on va parler de front-end. Hein. Je suis désolé au petit jug, moi je fais que des balises HTML, hein, donc je vais vous parler de ça. Et en gros, il y a la gestion justement des ressources statiques, qui est un gros problème sur le micro front-end. Et comment on a fait ça, bah, vous avez vu, finalement la trame HTML est streamée et il a fallu définir des niveaux de criticité sur les ressources statiques, un peu sur le même principe. Donc en gros, la première, la plus basique, c'est on laisse le navigateur parler, on va laisser les ressources bloquantes, alors du CSS forcément c'est bloquant, et laisser le JS tel qu'il est. Ensuite, on va avoir un niveau intermédiaire qui va plus être on va utiliser finalement l'attribut asynchrone, enfin async et défaire, pour des JS qui doivent s'exécuter relativement vite, mais qui ne sont pas nécessaires à l'affichage. Et dernier truc, c'est un peu le boss de fin, on va les loader, ces scripts, on va carrément les retarder, les appeler au DOM Content Loaded, voire même au Window Unload, puisqu'ils ne sont pas du tout utiles à l'expérience ou à l'affichage. Donc là, sur le schéma que vous voyez sur le côté, forcément, la ligne jaune matérialise, toujours désolé de dire ça, la ligne de flottaison, on va dire le viewport, ça fait plus cool. Mais en gros, tout ce qui va être au-dessus de cette ligne, forcément, on va chercher du critique, puisque ça sert à l'affichage, et on va justement prioriser ces ressources pour que l'affichage se déclenche le plus vite possible. Versus tout ce qui est en dessous, où là, on va retarder ça, ça ne sert pas réellement l'affichage primaire, et voilà. Donc vous avez vu le petit QR code, instant démo. Et on va vous présenter, on va mettre le dernier fragment qu'on vous a préparé dans la page.
C'est le fragment de l'équipe organisatrice, donc c'est le plus lourd. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre, vous comprendrez ce que vous voudrez. Et la blague est nulle, hein, je suis désolé, mais je la ferai à chaque fois. Du coup, ce fragment, qu'est-ce qu'il a de spécial? Justement, il a une ressource très lourde. C'est un CSS qui fait un truc horrible, et si un intégrateur fait ça en prod, qu'il aille en prison. Une succession d'imports en fait successifs, des imports CSS, qui du coup vont bien bloquer en fait l'affichage de la page. J'arrive Bertrand, j'ai perdu ma page. Donc j'ai une blague à raconter, Ouais. j'en ai pas, mais du coup voilà, vous voyez, on ajoute le fragment comme sur les autres, et on va venir le mettre tout en bas de page, comme tous les autres. Là, en le publiant, et vous pouvez faire l'expérience sur votre téléphone, si on recharge la page, vous allez voir, regardez aussi la waterfall sur le côté. Vous voyez en fait qu'il y a toutes les ressources en fait qui sont téléchargées. Alors la connexion va vite quand même. Donc, vive le 21e siècle, on peut faire des sites lourds et ça passe très bien. Mais du coup, vous voyez en fait que l'affichage est bloqué tant que finalement tous ces CSS là sont pas chargés. Et là, vous avez vu le clignotement, l'affichage arrive à ce niveau-là. Donc en gros, problème parce qu'en plus on est sur un composant qui est tout en bas, on l'a même pas vu et finalement il a bloqué l'affichage global de la page. Donc ce qu'on va faire, c'est on va intervenir dans le designer encore une fois et on va pouvoir dire à ce composant comment il va gérer en fait ses ressources. Ça se fait ici et comment il va gérer, ça va se faire d'une façon pas si formelle que ça, mais en fait on va pouvoir ajouter des attributs sur les balises link qui gèrent les CSS et les balises script qui gèrent les JS. Donc là, basiquement, on met une classe CSS sur la balise link, elle s'appelle lazy-src. Elle va juste servir à un petit JavaScript qui va ramasser en fait tous les balises qui ont cette classe-là. Et en gros, il va regarder pour chacune de ces balises-là s'ils ont un data href. Et comme toute stratégie de lazy loading, il va prendre ce qu'il y a dans le data href et il va le mettre dans le href ou dans le data src pour les JavaScript. Donc là, on le modifie. Ça peut aussi se faire dans le code, mais là, ça se fait via l'interface. Et là, si on recharge, vous allez voir l'effet. Où là, en fait, l'affichage, vous avez vu le clignotement, c'est arrivé tout de suite. Et en fait, les ressources continuent de se télécharger. Et du coup, Ludo, si tu descends, vous verrez, rien dans les mains, rien dans les poches, mais vous verrez en fait le dernier fragment qui... hop, voilà, il y a eu un peu le blocage, qui n'a pas de CSS, et le CSS arrive, voilà. Autre optimisation qu'on a, et on est toujours content de l'avoir, même si feu IE11, hein, aujourd'hui on ne le gère plus et on a tous dansé autour du feu quand c'est arrivé. Mais en gros, via notre build, on peut choisir. Aujourd'hui, quand on a des ressources JS à builder, on les build toujours de deux façons. Une façon babelifiée et une façon où on laisse le JavaScript ES 2015+ parler. Et du coup, via juste une logique de user agent, on va servir des JavaScript plutôt que les autres. Ça paraît rien, mais ça permet toujours de gagner 30% de poids sur les navigateurs récents et finalement sur quasi la majorité de nos visiteurs. Autre point d'optimisation, on utilise un CDN. Bon, ça, c'est pas très fou. On utilise Fastly, pareil, c'est pas forcément très extraordinaire. Mais Fastly, c'est génial pour justement industrialiser tout ce qui est balise picture et compagnie. Parce que ça permet très simplement, finalement, pour un intégrateur, un développeur, d'utiliser ces fichues balises où il va falloir définir toutes les dimensions de chaque image. Et du coup, ce qui est très chouette, c'est qu'on va pouvoir faire du cropping ou du resizing à la volée, juste en paramétrant dans le pass de l'image. De la compression à la volée aussi, plutôt pas mal quand on a des responsables de contenu qui balancent des images hyper lourdes. Au moins, on a Fastly en barrage qui permet de délivrer la bonne image au bon poids. Et aussi de pouvoir servir du WebP quand c'est possible à des navigateurs qui le servent, enfin, qui savent le digérer. Le petit truc qu'on a mis en place, et c'est pas un petit truc, c'est le serveur push, et ça c'est vraiment magique. Alors, si vous êtes intéressé au sujet sur Internet, beaucoup d'articles disent qu'il ne faut pas y aller, que c'est deprecated. Et Ludo s'est pas laissé faire du tout. Il a appelé Google. Il leur a dit c'est pas possible, c'est intolérable cette situation. Le airlint, c'est pour quand? Du coup, Google s'est senti un petit peu bête et a dit non, on peut encore utiliser du serveur push. Le airlint, c'est pas encore pour tout de suite. C'est pas encore géré par nos navigateurs.
Et en fait, le serveur push, c'est quoi? C'est justement une façon de prioriser encore plus le téléchargement des ressources qui vont être critiques. Ce que j'entends par là, c'est ce que vous voyez en fait sur la waterfall, c'est que quand le premier bit de données de la première requête HTML va arriver sur le poste, il va arriver avec d'autres informations qui vont être en fait les fichiers à télécharger, qui sont pour nous justement critiques, donc les CSS et les JS qui vont être primordiaux pour afficher rapidement la page. Et là où au final, quand vous ne faites pas ça, votre navigateur a besoin d'avoir le head au moins de disponible pour commencer à le digérer, à le parser et à connaître les ressources qu'il doit télécharger derrière. Donc là, le gain, il a été plutôt magique, vous allez le voir après. Et pourquoi on a fait ça? Parce que attention, c'est magique et il y a forcément toujours un problème derrière. Nous, on peut se permettre ça puisque finalement, on a beaucoup plus de nouveaux visiteurs que de visiteurs récurrents. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, attention, quand vous faites ça, les ressources qui vont être cachées dans votre navigateur ne vont rester qu'à la session. Donc en fait, sur des visiteurs récurrents, vous n'allez pas profiter de ce magnifique système qui est le cache navigateur, puisque vous allez re-reloader en fait toutes vos ressources. Et attention aussi, mettez pas toutes vos ressources dedans, puisque forcément, le débit, c'est toujours le même tuyau, hein. Plus on va en mettre dedans, plus les ressources vont se ralentir les unes les autres. Et du coup, c'est plutôt cool, puisque là, finalement, l'indicateur, le DOM Content Loaded, a carrément gagné 500 millisecondes. Vous l'avez vu, le First Content Full Paint, donc le début de l'affichage de la page, idem. Et là, aujourd'hui, on flirte sur des scores à 800-900 millisecondes. Mais par contre, autre indicateur, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui marche pas, qui marche moins bien, le Cumulative Layout Shift, qui est reparti en dents de scie, là où on avait une courbe beaucoup plus plane avant. Alors, il n'y a rien d'alarmant, vous voyez, on est sur du 0,04, la barrière, on va dire, à pas franchir, c'est le 0,1 selon Google sur les Core Web Vitals. Mais cet effet dents de scie, il est explicable, puisque on a avancé le téléchargement, on a des ressources qui arrivent justement après que le début de l'affichage soit démarré. Donc forcément, on a des éléments potentiellement qui bougent un petit peu. Et je dis bien un petit peu. Et parler de WebPerf sans parler finalement de ressources first party, d'ailleurs j'arrive même plus à le dire, mais de ressources tierces, ce serait manquer quand même quelque chose de grandiose. Qui aime bien les tags qu'on met en bas de page, qui sont magiques et qui font tout, et que les commerciaux disent il n'y a pas de problème, vous n'allez pas souffrir. Moi je les adore en tout cas, et c'est déjà un problème, et du coup c'est un problème qui peut se gérer. L'idée c'est qu'en gros tous ces tags là, s'ils ne servent pas réellement le client, l'utilisateur final, on va essayer de les déprioriser, d'essayer surtout qu'ils ne viennent pas perturber l'expérience, que ce soit de l'affichage ou de l'interactivité. Et là en fait ça a posé un deuxième problème dans la logique de Microfront. Bon, juste le chiffre, histoire de rendre ça encore plus alarmant, 60% de notre poids sur le site, c'est du third party, donc c'est des choses dont le client s'en fiche, entre guillemets. Et là, sur la logique Microfront, on voit en fait que chaque fragment a sa responsabilité. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est que le fragment header va ramener une information, l'information du magasin du client, et c'est son boulot, hein, c'est lui qui le fait et sera le seul à le faire dans la page. Sur la partie de gauche, on a la partie justement où on va avoir la désignation produit. Sur la partie de droite, on va avoir le prix. Si vous utilisez un tag manager, si on part dans la philosophie micro-frontaine, en fait, lui, le tag manager, il a besoin de ces trois infos-là. Donc, basiquement, on devrait se dire en fait que lui rappelle les services qui vont permettre d'avoir la désignation produit, le prix et le magasin. Vous avez vu ce qui est arrivé en bas. En fait, on a fait un monolithe au milieu de micro-frontaine. Donc, c'est un petit peu problématique. Et on s'est posé la question comment on peut réussir finalement à casser ce monolithe. Et un truc très simple, on s'est tout simplement dit chaque fragment qui va chercher une information utile au tag manager va l'exposer dans un petit fragment JSON, un script type application JSON avec du coup l'objet dedans. Et au window onload, en fait, notre fameux fragment tag manager va ramasser tous ces fragments-là, tous ces petits bouts de JSON, et en faire un objet global, le data layer pour ceux qui connaissent les solutions de tag management, et qui va permettre du coup au tag manager de fonctionner comme il le veut, pour ensuite, via ces données-là, appeler les autres ressources tierces qui ont besoin des données. Parler de ressources tierces sans parler de solutions d'A/B test, ce serait aussi manquer quelque chose. C'est souvent le cas, c'est que ces solutions-là, et à juste titre, bloquent l'affichage, normal, puisqu'elles remanient finalement l'affichage avant que l'utilisateur puisse voir finalement la page. Et malheureusement, souvent, c'est intégré sur toutes les pages.
Donc si on se dit bien les choses, on veut faire des tests AB sur peut-être 1% du site, mais on dénature finalement les 99% autres. Donc c'est souvent dommage, même si les solutions évoluent et s'améliorent quand même de jour en jour là-dessus. Et nous, ce qu'on a pensé, on s'est dit, bah tiens, si on interrogeait la solution d'AB test pour savoir sur quelle page elle fait ses tirs, sur quelle page elle fait ses tests. Donc du coup, bah, avec Optimizely, ça marche très bien. Il nous ressort des regexp et des URL sur lesquels les tests sont programmés. Et en gros, on s'est tout simplement dit, bah, nous, on va avoir un fragment par rapport à cette liste d'URL qui va mettre le script bloquant ou pas. Et du coup, 99% des pages du site ne sont pas bloquées par cette solution d'AB test. Et finalement, tout le monde est content. Et là, on arrive finalement à un point qui pourrait paraître, on a parlé beaucoup de technique, et c'est peut-être un des plus gros points sur le micro-front-end, c'est l'organisation. Et le premier truc chouette sur les micro-front-end, c'est que les équipes gagnent en autonomie et même ont une autonomie totale. C'est d'ailleurs souvent ce qu'entendent les équipes. C'est cool, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux dans mon coin. Sauf que là où le monolithe avait vraiment un intérêt, il y avait quand même un intérêt, c'était on était quand même tous obligés de travailler sur une code base ou en tout cas sur une entité commune. Donc il y avait une notion quand même de contrôle un petit peu de ce que tout le monde faisait, même si après on mettait 3 mois à livrer. Là, du coup, comme chaque équipe part un peu dans son coin, il a fallu définir en fait un triptyque qu'on va détailler après, histoire que tout le monde ait un peu la même mentalité par rapport à ça. Le premier, c'est la culture. Et ça, finalement, bon, je parle de ça, il y a 1000 presses qui présentent ça, mais finalement, c'est le premier point qu'il faut traiter. C'est si on fait le tour des métiers, il n'y a pas un seul métier qui a la même définition de la web performance. L'exemple le plus flagrant, c'est toujours la web analyse qui a toujours dans GA, dans Google Analytics, le load time. Je dis pas que c'est nul, mais finalement, c'est pas très très pertinent pour explorer ce que ressent réellement un utilisateur. Heureusement qu'on n'attend pas que toute la page soit chargée pour faire quelque chose. Là où si on va interroger le développeur, lui va plus avoir une logique d'outils. Après, c'est des caricatures. Voilà, je ne m'engage pas vraiment et je ne cible personne, bien sûr. Mais le développeur va avoir plus une logique locale de test. Il a de très bons outils comme les Chrome DevTools pour pouvoir le faire. Il utilise Lighthouse. Mais lui, il va avoir les scores Lighthouse. Et souvent, le développeur, il a une très bonne connexion, il a un très bon ordi aussi. Donc, il va avoir cette vue qui est un peu biaisée. Et si on tire côté SEO, côté SEO, il regarde les scores de Google, le Chrome User Experience. Et pareil, c'est pas les mêmes scores. Donc, imaginez finalement tout ce monde-là qui essaye de parler ensemble. C'est déjà, on perd énormément de temps à juste se dire, est-ce que le site est rapide ou pas? On n'en sait pas grand-chose. Donc finalement, le deuxième point pour essayer de merger un peu ces visions-là, c'est de définir des objectifs communs. Et des objectifs communs avec des KPI communes. Là, ces schémas-là doivent vous parler, je pense, si vous surveillez la web perf, vous voyez les 3 core web vitals à gauche, le largest content footprint, le first input delay et le cumulative layout shift, avec des seuils en plus donnés par Google, c'est quand même royal ça. Avant, fallait se les donner soi-même. Donc là, comme Google le dit, c'est la vérité. Et on en a défini 3 autres. Qui pareil, finalement, les seuils qu'on a donnés sont quand même des standards aujourd'hui partagés. Le site web.dev est une mine d'informations sur tout ça. Et on en a défini 3 autres, puisque finalement, de notre vision, les core web vitals c'était cool, mais ça donnait pas toutes les informations. Le first content full paint, le début de l'affichage, reste primordial. Le total blocking time reste primordial aussi, à notre sens, puisque c'est bien de surveiller quand même la charge JavaScript côté client. Et le time to first byte, c'est bien de regarder ce qui se passe côté serveur et côté réseau. Et comment on suit ça? Avec une solution de monitoring commune. Là, vous voyez, c'est des captures d'écran de Datadog. Ce qu'on essaye de pousser en ce moment, c'est justement une vision des boards communs. Encore une fois, pour parler de la même chose. L'idée, c'est pas de dire nous avons la vérité, c'est plus regardons les mêmes choses et réfléchissons ensemble autour de ça. C'est pas parce qu'une note est rouge que c'est nul. Il y a des contraintes qui expliquent ça. Et si on le sait, du coup, on sait réfléchir là-dessus. Et là, vous voyez du coup 3 types de boards qu'on met à disposition. Un board très global qui montre toutes les BU qui sont sur notre plateforme qui utilise Kobe. Un board au milieu plus global au niveau BU où là on a toutes les pages du site. Et un board plus de détails où là on va pouvoir justement monitorer en profondeur tous les critères de la page. Alors la question qui brûle les lèvres à tout le monde, c'est est-ce qu'on a fait les bons choix? Je ne sais pas.
je sais pas. C'est plutôt pas mal en fait. Si on se compare aux concurrents, avec Google Crux, c'est un très bon outil gratuit pour se comparer aux autres. Pour le définir, si vous ne le connaissez pas, c'est Google qui ramasse plein de données web performance chez ses utilisateurs avec son navigateur Chrome. Du coup, c'est plutôt pertinent. Et si on se compare par rapport à nos deux concurrents, on est un peu meilleur qu'eux. Donc ça, c'est déjà un premier point où on est plutôt content. Là où, sur un deuxième point, vous le connaissez peut-être, c'est sur le journal du net. Ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on est sur la première place du classement e-commerce mobile sur la web performance. Et ça, ce qui est très chouette, c'est que ça a permis de montrer la web performance à des métiers qui ne sont pas techniques. Il y a une vraie reconnaissance là, que ce soit en interne ou en externe, pour dire en fait la web performance a du sens. C'est pas juste une lubie de techos dans un coin. Et c'est encore plus intéressant quand on a une sorte de partie neutre comme le JDN qui le montre. Donc ça nous a beaucoup aidé, ça nous aide encore aujourd'hui quand on a besoin de sponsors justement pour aller chercher de la performance sur les produits. Et finalement, celui-là vous le connaissez probablement, la web perf tout seul c'est bien, mais ça sert aussi plein d'autres domaines. Le Green IT c'est évident aujourd'hui, ça n'était pas tant que ça il y a quelques années, et ça sert le SEO, on le sait aussi. Et finalement c'est un peu ce puzzle vertueux que vous voyez là, ça sert aussi l'accessibilité, tout se sert. La qualité web, si vous n'avez pas suivi Opquast, faites-le, je vous invite à le faire. Petite pub aussi, j'ai pas mis le formulaire d'enrôlement. Mais finalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de priorisation à faire par rapport à une discipline plutôt qu'une autre. Tout est important puisque tout va se servir parce que tout est interdépendant. Nous, du coup, on est très contents côté Leroy Merlin et ADO puisqu'on a cet enjeu RSE, CSR en anglais, du coup, désolé, où on a une vraie logique de numérique responsable qui est portée aussi dans nos projets. Et la web perf, finalement, on a une partie assez essentielle. Même si aujourd'hui on fait plus de la web perf que du Green IT. Donc si on tue des pandas avec notre site qui va plus vite, c'est pas trop grave encore. Mais on va le faire beaucoup mieux. Et est-ce que ça a été un effet bénéfique finalement sur la web perf? Oui, parce que finalement via notre solution, on gère mieux nos ressources critiques. On a vraiment une gestion fine par module sur des sections de la page pour dire toi, tu es prioritaire par rapport à un autre. Ce qui est plus difficile quand on a par exemple un CSS ou un JS bundleisé, c'est un petit peu plus tordu, il y a d'autres solutions pour le faire. Mais là finalement c'est relativement simple, vous l'avez vu via l'interface. Pareil pour le rendu de la page, où on peut vraiment choisir ce qui est vraiment prioritaire à rendre. Le time to first byte, vous l'avez vu avec Ludo, on n'attend pas que tout soit rendu pour envoyer la sauce finalement. Et aussi une meilleure résilience, puisque tous les composants ne sont pas forcément importants. Mais attention, c'est un peu le conseil, si vous faites du micro-front-end, la problématique est presque pas technique, c'est votre organisation qui va changer, elle va changer profondément, et vos mentalités aussi. Et c'est finalement ça, c'est un combat qu'on a encore chaque jour, c'est loin d'être la chose la plus simple. Alors on s'est dit, on ne va pas se quitter comme ça, on va essayer de vous faire, parce que vous êtes plutôt du côté du monde des développeurs, on va déjà essayer de vous faire comprendre comment ça se passe au niveau du dev, comment on fait pour développer un micro-front, parce que c'est beau, un micro-front c'est une petite partie d'un site, et donc on va vous faire une petite démo, enfin on va essayer, et pour ça, on va forcément devoir utiliser la production, parce qu'on fait quand même un peu de Green IT chez Leroy Merlin ADO, et les environnements de dev QA sont éteints là. Donc on va tenter de faire un peu de dev en prod, et ça, il ne faut pas que ça sorte de la salle. Alors vous avez eu mon micro-front qui est ici. Alors ce que je vais tenter en fait c'est de démarrer le même micro-front, si je le trouve, mais sur mon poste. Alors, ce que va faire le micro-front, il va tenter d'appeler le registry. Alors forcément, j'ai plus de token, je vais quand même le régénérer. Ok, normalement j'ai mon token, on va redémarrer l'application. Et cette application, elle est censée appeler la brique qu'on a vue tout en haut sur
tout à l'heure sur les différentes briques qui constituent notre solution. Elle appelle le registry, elle dit tiens, moi je suis telle application, j'ai tel fragment avec telle configuration. Donc si je retourne sur mon interface, je vais rafraîchir mon écran et normalement je vais avoir un deuxième micro-front qui va être déployé. Voilà, donc ça c'est celui qui est déployé en prod et ça c'est celui qui est sur mon poste. Donc maintenant qu'on a démarré sur notre poste, on va aller sur notre config de site. Et quand on demande à un développeur de développer un micro-front, en fait, il va se créer ce qu'on appelle une expérience. C'est-à-dire qu'il va aller sur une URL qui lui est propre, il va voir tout le contexte, tout le site internet, mais il va pouvoir surcharger une partie de la configuration. Et quasi toute la configuration du site est surchargeable. Et dans mon cas, en fait, moi, je vais aller sur mes expériences. Donc, j'ai créé une expérience pour le ShtiJug. Et sur mes micro-fronts, je vais aller ajouter le micro-front en local. Donc, pour l'instant, je l'ajoute, je vais le configurer. Alors, je ne vais pas utiliser celui de prod, mais je vais utiliser celui qui est en local sur ma machine. Hop. Je modifie et je vais sauvegarder. Mais comme je ne veux pas impacter tous mes utilisateurs, cette expérience, je vais la transformer en A/B test. Donc, je vais sur ma conf de site, et au niveau des A/B tests, ça je l'ai déjà fait avant, j'ai utilisé mon expérience ShtiJug, et si j'arrive sur le site avec un cookie AB4 qui est égal à CJ, mon expérience, mon A/B test va s'activer. Donc c'est ce que je vais tenter ici. Alors j'ai trop d'onglets d'ouvert. Je clear. Si je rajoute version égale live, normalement je devrais tomber, ça va me créer automatiquement mon cookie et je devrais tomber sur ma version en local. Alors c'est ce que je vais vérifier. Voilà, j'ai des logs. Et puisqu'on est en live coding de prod, alors peut-être question que j'aurais dû vous poser, qui a déjà fait du live, du remote debug en production? J'imagine qu'il y en a forcément. Alors même s'il ne faut pas le faire, on nous dit qu'il ne faut surtout plus le faire. Bon, là, on va faire du live debug coding en production, en fait. Et donc, on va modifier un contenu. Donc, j'ai mon composant, le template de mon composant, et je vais lui ajouter une classe. Je crois que tu avais mis ça, Bertrand? C'est ça. OK. Je recompile mon truc là. Et ça va être certainement un annonciateur de quelque chose. Alors je vous laisse... J'aurais pu vous demander d'y aller, mais je vais le faire pour vous. Hop, je recharge. Est-ce que ça marche? Ça va pas recharger, je pense. La page? Ouais. C'est parce que je dois cliquer, je sais pas pourquoi. Et voilà, pourquoi on est venu ce soir. Ça commence à sentir bon. Et Julien vous a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 licences IntelliJ à gagner. Alors, en fait, on vous a dit d'être attentif, mais si vous n'avez rien écouté, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu. Alors, je reviens tout à la fin de ma presse. Hop. Et vous pouvez aller sur cette page. Et en fait, moi, je vais injecter ce qu'on peut appeler un token. Et alors, rafraîchissez pas trop vite, attendez que la page se charge bien, et vous allez voir à un moment donné, il y en aura un qui aura You win, ça veut dire qu'il aura gagné la licence IntelliJ. Alors, la licence n'est pas encore injectée, hein, je vais le faire dans quelques secondes. Attends, est-ce que tout le monde est prêt? Je vois des logs sur mon poste, à mon avis, ça commence à se balader. Ouais. On y va? C'est parti. Alors, il ne faut pas rafraîchir, hein, sinon vous perdez votre licence. Dès que vous avez YouWin, vous attendez, vous ne faites plus rien. Et c'est Bertrand qui valide. Alors Personne? Voilà. Oui, si on le voit d'ici, c'est bon. C'est bon? Tu valides comme ça, toi, avec des yeux... ouais, non, je le vois. J'ai mes yeux perçants. Première licence. On en a une deuxième, je crois. Félicitations. On en réinjecte une?
C'est parti. Bon, on n'a pas le droit d'en gagner deux, hein, par contre. J'espère que vous n'avez pas tué mon poste. C'est bon? Yes. Bravo. Et ben voilà, 2 licences sont gagnées en live coding debug sur la prod. Et ben, maintenant vous avez peut-être des questions, puisque vous avez bien écouté, on vous écoute. J'ai un micro que je vais vous passer. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super. Du coup, d'un point de vue organisationnel, vous parliez que l'architecture micro-frontale permet justement d'avoir une certaine autonomie des équipes et qui se partagent quand même des composants communs, comme vous disiez dans la présentation. Et du coup, comment est-ce qu'on va organiser ces composants communs? Il y a deux façons finalement d'organiser. Il y a la basique et la moins douloureuse, c'est tout ce qui va être socle technique et qui va être versionné. Donc du coup, ceux qui veulent en profiter justement de ces versions-là vont les écrire dans leur module et vont rester figés là-dessus. Alors quand on fait du micro-frontend, il faut s'attendre à avoir un site qui va consommer des versions différentes de ces socles techniques. Donc c'est un peu tout l'enjeu, quoi. C'est en gros, ce socle technique, le jour où il passera sur une majeure, c'est là où on sent un petit peu la faiblesse, on va dire, du système, où là, il va falloir aligner tout le monde. Ou alors, se dire, c'est pas grave, le site peut avoir, par exemple, des couleurs différentes, si je prends juste un point de vue CSS, ou des comportements différents. Donc c'est un peu ça, c'est ce lâcher-prise qui est assez important, c'est que, quelquefois, on peut avoir justement des fragments qui fonctionnent pas réellement pareil, alors qu'ils sont censés avoir la même fonctionnalité. Et quand on parle justement de ressources partagées dans le Common CSS ou le Common JS, là, c'est pour ça que ça devient, il faut être très précis sur ce qu'on va mettre à disposition côté navigateur, puisque là, justement, l'adhérence, elle n'existe pas réellement, elle est faite que côté navigateur. Côté CSS, on verra rien peut-être, on verra peut-être dans 10 mois qu'il y aura un composant qui a pété, parce que côté design, c'est un peu plus dur. Et côté JS, ça se verra un peu plus facilement, mais il faut des outils quand même de tracking d'erreurs JS côté client. Et côté CSS, pour moi, la seule possibilité, c'est de tester graphiquement, mais de façon automatique, les outils de régression visuelle qui permettent justement d'identifier si une page a bougé alors qu'on ne l'attendait pas. Mais finalement, l'orga, c'est ça, c'est qu'on va répondre par de l'outillage à l'organisation. On laisse beaucoup de liberté aux équipes et on les outille, on leur donne des précaux, on les outille et on leur laisse la liberté. Je ne sais pas si c'était clair. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'équipe transverse qui gère ces outils partagés? Si, il y a quand même une gouvernance transverse là-dessus, mais pareil, qui n'a pas des yeux partout. Là, mon équipe, elle tient, notre domaine d'ailleurs, dont on fait partie, ça tient à 10, 15 personnes, si je compte pas le produit copy. Et finalement, partie front-end, ouais, ceux qui... Nous, on surveille, vous produisez. Mais et niveau front-end, on est 3 pépères. Donc, imagine vraiment, face aujourd'hui à peut-être 80 développeurs front-end, c'est impossible aujourd'hui de surveiller le travail de tout le monde. Donc, c'est cette relation de confiance qu'il faut vraiment mettre en place avec tes grands, vol de tes propres ailes, entre guillemets. Mais voilà, responsabilise-toi aussi. La qualité, c'est toi qui la gères, c'est pas nous. Merci pour la présentation. Je pense que je vais poser une question un petit peu hors sujet, mais il y a quelques années de ça, j'ai pas mal parlé de web components. Alors, je ne pense pas que ça fasse partie des 95% de l'histoire, mais j'aimerais avoir quand même votre avis sur ça, comment ça évolue, est-ce que vous avez des doutes? On a attendu que ça soit mature. Vraiment la maturité des web components, nous on l'a vécu il y a, on va dire fin 2020, début 2021. Et puisqu'avant c'était un peu le truc génial, quoi, c'est super, mais ça passe pas sur tel navigateur. Il fallait attendre aussi que notre foutu IE meure un peu plus. Et du coup, on a adoré et on a vu aussi que ça posait des problématiques, notamment web components, c'est côté client. Donc forcément déjà avec ça, on va pas imaginer de server-side rendering avec des web components.
paraît important de le dire puisque c'est pas toujours compris ça. Et là, on a vu un gain avec les web components, c'est l'isolation totale, enfin le vrai scoping, on va dire, finalement du fragment en tant que tel. Ce que j'entends par là, c'est qu'un truc dans le Shadow DOM, à part si on l'autorise, est complètement isolé et opaque finalement du reste. Donc aujourd'hui, on l'utilise plus sur des solutions comme ça, à se dire, pour des applications CSR, à les faire cohabiter ensemble, bah, on va utiliser justement les web components pour les scoper. Par contre, sur vraiment des composants UI beaucoup plus petits, c'est pas encore très très bien compris pour que ce soit bien utilisé en fait. Cette logique justement de DOM différents, ça amène beaucoup plus de complexité que de services finalement que ça rend. Est-ce que c'était clair? Mais sinon, c'est trop cool. Hein, mais Est-ce que vous avez d'autres questions? Déjà, merci pour la présentation, qui était très enrichissante. Et moi, j'ai une question assez simple. Ça vous a pris combien de temps, grosso modo, pour mettre en place cette utilisation et tout ça? Alors, en fait, le produit il a été conçu à l'origine pour Leroy Merlin France. Donc il a commencé en 2017. 2017, c'était du POC. En fait, on nous a dit il nous faut une nouvelle solution, on ne peut plus continuer. Il y avait une solution groupe qui était préconisée. Nous, on a dit on peut peut-être aller vers autre chose. On a poké et on nous a fait confiance là-dessus. On a pu continuer sur notre chemin. Tout s'est fait en allant en prod le plus vite possible. Comme on voyait le glueur, l'agrégateur, il a été mis en mode proxy le plus rapidement possible. On a routé du trafic petit à petit, on a vu que ça tenait, on a routé 100% du trafic, on a commencé à mettre des composants. Donc ça s'est fait vraiment étape par étape. Et je dirais, réellement, c'est 3 ans pour avoir une migration quasi complète du site sur du microfront. Et quand je dis quasi complète, il doit rester peut-être 1% encore sur du legacy, puisque en même temps, on nous a demandé de faire une solution qui est capable de faire la transition entre un site existant et un site avec les micro-front-end. C'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Espagne et le Portugal. Ils ont leur site legacy. On est en mode ramp-up, A/B test. Et donc c'est la solution en fait qui est capable de router sur les bons back-ends, soit sur du legacy full, soit sur du legacy partiel. Donc quand on dit legacy partiel, c'est le legacy qui nous file une page, sans header, sans footer. Nous, on réinjecte en mode fragment le header et le footer. Et ensuite, on a les pages full fragment. Mais 3 ans, et on a une roadmap, Fabien, encore bien longue. Là, on travaille essentiellement, enfin, il y a beaucoup de sujets, mais le gros sujet, c'est le SaaS, être capable de proposer une solution SaaS qui va être utilisée par différentes BU et pourquoi pas par la suite par des boîtes externes. D'autres questions? Merci pour la présentation. Alors moi, je me demandais concrètement, par exemple, si on prend l'exemple des ajouts paniers que vous avez présenté, est-ce que du coup, on a 2 développeurs, c'est un développeur qui va lever l'événement d'ajout panier et qui du coup va intervenir dans le fragment leader pour le réceptionner et mettre à jour l'icône? En fait, c'est bien représentatif de l'organisation finalement que j'essaie d'expliquer, où il y a une entité, une équipe qui gouverne un peu les autres. En fait, tous ceux qui vont référencer les événements, ça va être justement cette équipe-là. L'équipe Sidebox, l'équipe vraiment centrale, transverse, et qui du coup va dire, via de la documentation, via d'autres choses, si vous voulez communiquer entre composants, vous avez cette liste d'événements-là. Donc d'un côté, un développeur va émettre, en s'en fichant complètement, entre guillemets, de savoir comment son événement va être utilisé. Et de l'autre côté, le développeur va réceptionner en sachant que l'utilité de cet événement, c'est justement de transférer cette information-là. Mais c'est vrai que c'est primordial dans ce genre d'organisation. Les équipes sont autonomes toutes seules, il y a bien de toute façon quelqu'un au milieu, histoire d'essayer de recoordonner tout ça. Et on parle de problématiques de cohérence technique. Imaginez les problématiques de cohérence de design, par exemple, ou de gestes métier. Et c'est pareil, ça se fait via de l'organisation, ça se fait via l'humain, là c'est pas la technique qui répond. Merci. J'ai d'autres questions par rapport à nos amis de QA, parce que cette façon de travailler, en particulier par rapport vraiment que vous avez mis en place,
ça impose certaines notions supplémentaires pour un circuit. Ah, il y avait une question piège. Moi, je m'en vais là. J'ai mon fils à aller chercher. Mais je crois qu'on a, on a un QA dans la salle, non? Ah. Est-ce qu'il peut s'exprimer? Mathieu, tu veux répondre? Oui, enfin, je ne suis pas vraiment QA non plus. Non, je ne pense pas que ça a changé énormément parce qu'au final, au moment de faire la recette du site, il y a toujours une page qui s'affiche en entier. Ils ne vont pas prendre en compte toutes les contraintes techniques de se dire j'ai un proposant qui a planté et finalement il n'est pas affiché. Voilà, donc du moment que la page est rendue et fonctionnelle, je pense que pour eux ça suffit. Donc voilà, je ne pense pas que ça a changé énormément de choses pour les QA. Merci. Après, l'outillage a suivi aussi, ce qu'on peut dire, c'est toujours un peu dans cette logique. Forcément, l'outillage de contrôle derrière s'est étoffé. Et c'est un peu le rôle des équipes qualité, on va dire, plus transverse, de mettre à disposition cet outillage et de former les équipes en conséquence. Et du coup, c'est-à-dire qu'il reste encore une équipe transverse, notamment QA, qui va vérifier la cohérence globale du site. Qui va permettre de vérifier. On revient un peu toujours sur cette idée-là. Elle va donner les moyens de le faire. Mais ceux qui vont les faire, c'est bien les équipes qui sont responsables de leur module de long en large. En fait, le niveau de responsabilité revient bien là, en fait. Un haut de fiche produit, l'équipe qui s'en charge est garante de la qualité de bout en bout jusqu'à la livraison de son produit. Mais par contre, l'équipe qualité mettra à disposition tous les outils pour pouvoir contrôler au mieux la qualité. Et rien n'empêche, entre guillemets, qu'une équipe choisisse d'utiliser un outil si elle le veut, si ça permet d'améliorer son process aussi. Une dernière ou c'est tout? Ah, on a une question là-haut. La dernière, après la bancaire. Ouais. D'abord, merci pour la présentation. Une question qui sort plus sur la gestion des incidents, parce que il y a plein de fragments. Oui, il y a un incident quand il arrive, on ne sait pas tout de suite l'origine. Est-ce que c'est l'équipe transverse qui, d'emblée, doit investiguer et essayer de comprendre l'origine du problème? Alors, on se repose beaucoup sur le monitoring. C'est pas toujours évident de dire où se situe le problème. Je prends l'exemple d'une page 500, parce qu'un fragment primaire plante. Des fois, quand on en a beaucoup, nous, en tant qu'équipe COBie, on peut être alerté, parce que le taux de dispo va diminuer. Et c'est des fois difficile de faire la différence entre une application qui n'a rien à voir avec les plantages, mais qui est impactée, et l'application qui est d'origine. Et il y a des équipes d'Ops qui sont capables d'analyser tout ça. Alors comme on a montré tout à l'heure, on a des outils de debug aussi sur la prod qui permettent d'analyser beaucoup plus vite. Une page qui plante, il suffit de reproduire le problème en interne, on voit tout de suite d'où ça vient. On sait quel fragment a pété et on peut identifier. Mais je veux dire qu'il y a des personnes qui sont plus expertes que d'autres, mais après il y a de l'alerting dans toutes les équipes. En fonction du monitoring, on alerte les équipes quand les taux de dispo diminuent. Et ça, c'est en fonction des équipes. Les taux de dispo sont définis différemment. Parce que nous, on est complètement en front. Toutes les requêtes passent par nous. Donc, on va essayer de mesurer des choses comme un overhead. Si l'overhead augmente de trop, ça veut dire que c'est nous qui pêchons. Alors qu'un taux de dispo ne veut pas forcément dire grand-chose de notre côté, à part si c'est tous les pods qui commencent à partir en vrille. Donc, c'est pas forcément un travail évident et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et qu'on fait avancer tous les jours. Mais on s'appuie beaucoup sur le monitoring pour ça. Merci beaucoup, c'est une super présentation, on vous applaudit.